Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Destination Bien-être. L'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi ensoleillé, il faut profiter là, nous sommes le 5 novembre et il fait un temps magnifique. Voilà, c'est le temps idéal pour aller se balader et se recharger autour du lac ou en montagne. J'espère que vous avez passé de belles vacances pour ceux qui ont profité des vacances, puisque là c'était les vacances de l'automne et ça nous a permis de rentrer un peu, comme on en parlait avec mon invité à l'instant, de rentrer dans ce moment de l'automne qui est un moment propice au ralentissement. Vous pouvez ressentir peut-être un peu de fatigue, l'envie de rester chez vous, de vous cocooner, d'être au chaud, de ralentir vraiment pour prendre soin de vous, de faire du tri aussi, du rangement. C'est le moment idéal pour cela, pour pouvoir entamer pleinement l'hiver qui nous attend. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Anaïs. Donc Marine, tu as un profil, on va dire, double, puisque tu as 2 casquettes professionnelles. L'une qui est en tant qu'infirmière et l'autre en tant que photographe. Oui, exactement. Et sur ton chemin, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que tu pratiques ces 2 activités en parallèle. Et ces 2 parallèles, même si dans les mathématiques, c'est censé ne pas se rejoindre, là, tu les as fait se rejoindre pour un magnifique projet dont tu vas nous parler aujourd'hui derrière ce micro. Oui, exactement. J'organise une exposition sur l'image de soi et la maladie. Je vous en parlerai un petit peu plus par la suite. Mais en tout cas, ce qui m'a amené à tout ça, à allier mes 2 vocations, franchement, j'aurais jamais pensé à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que pour moi, c'était vraiment infirmière d'un côté et photographe de l'autre. Et au fur et à mesure de mes pratiques, en fait, j'ai vu le pont qui se lie entre les deux et j'ai créé mon propre métier d'une certaine façon en rejoignant les 2. Donc moi, je suis infirmière depuis 7 ans à peu près. Là, actuellement, je suis à l'hôpital donc de Chambéry en service d'endocrinologie, donc diabétologie. Et je suis spécialisée en éducation donc thérapeutique, mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus par la suite. Et ça doit faire à peu près 5 ans que je suis photographe professionnelle. Et c'est vrai que dans la photo, j'ai toujours eu cette appétence de pouvoir accompagner en fait les personnes sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour moi, c'était important qu'il y ait du sens dans chaque chose en fait que je pouvais faire. Et pour moi, la photo avait ce sens-là, avait ce sens de pouvoir se reconnecter à soi, d'avoir un moment privilégié avec soi-même pendant une séance photo. Et c'est de là où tout est parti et où je me suis dit, ok, la photo peut être thérapeutique et peut aider les autres. Et oui, puisque dans la photo, d'ailleurs, parfois c'est un vrai challenge pour les personnes de se voir en photo, de voir des photos de soi. Je pense qu'on l'a tous expérimenté au moins une fois dans notre vie. L'image que nous renvoie une photo dans un instant figé peut parfois être un peu inconfortable, voire désagréable. Il y a vraiment cette notion de où j'en suis dans l'amour de moi-même, dans cet accueil de qui je suis, dans ce que je renvoie. De ce que mon image peut renvoyer. Et dans la photographie, dans la façon dont tu l'amènes et tu l'abordes, il y a vraiment cette notion-là, vraiment de venir reconnecter à cette image de soi, à cet amour aussi pour soi. C'est un nouveau chemin que tu proposes aux personnes que tu photographies. Donc jusqu'ici, c'était en dehors du cadre de la maladie. Oui. Vraiment, c'était plus dans le cadre, t'accompagnais même beaucoup de professionnels autour de leur image qui voulaient renvoyer dans leur univers professionnel. Et là, comment t'es venue cette idée? Comment c'est né? Je me souviens je me rappelle, ça fait quelques années que je te suis, je pense depuis le début où tu es photographe, où j'ai souvenir qu'à un moment tu avais parlé justement d'image de soi, de quelque chose, donc tu étais déjà un peu sur ce chemin-là.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu cette fibre-là d'une certaine façon, parce qu'il faut savoir que une des premières séances photo en tant que professionnelle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes clientes en fait qui m'a dit merci Marine, tu m'as aidé à me réconcilier avec moi-même. Et là en fait j'ai eu un déclic, je me suis dit ok, ça peut faire ça une séance photo. Et il faut savoir que en fait j'avais vraiment du mal à dire aux personnes mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça, donner des ordres pour des poses, et pour moi ça n'avait pas de sens. Je voulais vraiment faire vivre une expérience en fait à la personne photographiée pour qu'elle puisse vraiment exprimer pleinement qui elle est, et que le nombre de fois que quand on se prend en photo, c'est pas naturel, on se reconnaît pas, c'est ou souvent après je pense qu'il y a notre façon aussi où on se regarde, c'est souvent on se regarde dans le miroir, j'ai un bouton ici, j'ai un ride là, on va vraiment être dans des détails de la critique, que là c'est amené dans une émotion, amené dans un instant, pour que la personne quand elle va voir les photos, elle va se dire ok, là j'étais comme ça, là j'ai ressenti ça comme émotion, et ça va rappeler ça avant tout, parce que des photos de famille qu'on prend sur le vif ou autre, on se dit ah oui là je vivais telle émotion, je vivais tel moment, et ça ramène à ça, et c'est ça en tout cas pour moi le pouvoir de la photo, ça ramène à ce qu'on vit à l'instant T, et donc voilà, pour moi c'est vraiment puissant par rapport à ça. Et donc comment en fait j'ai eu ce déclic là en tout cas d'aller sur l'image de soi et la maladie, je pense que ça a été un processus en fait assez long, en tout cas petit à petit, mais en tout cas il y avait vraiment cette idée qui était là au début, qui était toujours présente dans tous mes accompagnements, même mes accompagnements professionnels. Pour moi c'était important que la personne elle puisse parler de qui elle est à travers son entreprise, quelles sont les valeurs de son entreprise, de tout ça, et donc d'amener à ce que la personne je la photographie quand elle est en œuvre dans ce qu'elle fait. Et donc ça a toujours été dans quelque chose de très dans du mouvement, dans de l'expression, et le gros déclic, c'est qu'en fait moi je suis partie de l'hôpital, j'ai bossé pendant 4 ans sur Annecy, et après je suis partie, je me suis dit ok, je vais me consacrer à la photo. Je vais arrêter mon boulot d'infirmière. J'en suis pas arrivée là, mais en tout cas, je voulais réduire énormément mon temps en tant qu'infirmière. Il y avait eu le Covid, c'était très dur, et vraiment une grosse remise en question et une grosse fatigabilité, on va dire, du boulot qui était présent et qui est la réalité encore actuelle. Mais je me suis dit ok, je vais faire plus de photos. Et sauf que quand j'ai fait plus de photos, mon métier d'infirmière me manquait. Et il me manquait quelque chose en fait. Je me suis rendu compte que je pouvais pas être que infirmière et je pouvais pas être que photographe, et que les deux étaient indispensables en tout cas pour moi et pour le sens que je donnais en fait à tout ça. Et donc ça fait 3 ans bientôt que je suis donc dans le service à Chambéry en endocrinologie. Et ce qui m'a fait voir autrement, c'est l'éducation thérapeutique. En gros, c'est dans tout ce qui est maladie chronique, c'est comment accompagner le patient à mieux vivre au quotidien avec sa maladie. Quelles clés je vais lui donner pour qu'il puisse vivre en fait sa vie à son rythme. D'accord, donc ça c'est ce que tu appelles l'éducation thérapeutique. Oui. C'est-à-dire que toi tu es là pour le donner aux patients qui sont ici dans la traversée de la maladie, des clés pour dans leur quotidien, chez eux aussi, voilà. C'est ça, et de comprendre aussi la maladie. Moi je suis spécialisée dans le diabète, donc il y a différents types de diabète. Mais c'est en gros expliquer ça, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe dans le corps, le lien avec les émotions, le lien avec les activités, parce que ça on en parle énormément. On travaille en collaboration avec une psychologue, avec une APA, donc c'est tout ce qui est aide en pratique sportive. Donc voilà, ça c'est important aussi pour les accompagner. Il y a les diététiciennes également qui ont un gros rôle dans le diabète. Et donc c'est vraiment, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir pour que la personne ait les informations. Mais l'objectif, c'est que ça part toujours du patient. En fait, c'est au début, qui est le patient, comment la personne elle vit et comment on peut s'adapter à ça, quoi. Parce qu'en aucun cas on va lui dire changez vos habitudes de vie et changez comment vous faites. En fait, non. Ok, donc on part de vous et comment on peut faire avec vous. Et oui, c'est un peu une collaboration. Finalement, c'est des propositions. Il y a un peu, moi j'aime bien dire ça dans mes accompagnements en naturopathie, il y a une marge de négociation. C'est-à-dire que moi je vais donner des conseils,
Mais en effet, en fonction de la vie de la personne, de là où elle en est, de sa famille, parce qu'il y a ça aussi dans les rythmes de vie, dans l'alimentation, tout ça, il y a aussi tout le contexte familial qui a beaucoup d'importance. Et c'est dans l'idéal qui n'existe pas, ça n'existera jamais. Et il faudrait faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est ok avec ça? Par quoi on commence? Vraiment petit à petit, en fait. C'est une proposition un peu sur une marge de négociation que chacun, aussi c'est une façon pour le patient, là en l'occurrence chez toi, de prendre son pouvoir et de se dire ok, tiens, cet outil il me parle, ça me dit bien, je me sens prêt à l'incorporer dans ma vie, ça m'irait bien, ça me convient, voilà. Oui, c'est ça. Et puis souvent nous on fait en forme de semaine. En fait, le patient vient du lundi au vendredi, et après on peut aussi revenir après ponctuellement en consultation avec une infirmière en éducation thérapeutique, et on refait un point de ok, parce qu'à l'hôpital, c'est pas la même alimentation, c'est pas le même rythme de vie, et la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, varie en fonction de l'activité, de l'alimentation et d'autres facteurs qui est la vie en fait. Donc on refait un point aussi à distance de ok, comment ça se passe dans votre vie, les objectifs qu'on a mis en place en fait à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui, où ça en est. Après, c'est souvent les personnes disent ok, je vais changer ça, je vais faire ça. Ils partent avec beaucoup de volonté, et notre rôle aussi, c'est de dire ok, en fait déjà 1 ou 2, petit à petit, mais on n'est pas là pour faire une course, quoi. Et souvent, ils pensent qu'on va vouloir qu'ils changent en un claquement de doigts. Non, c'est à leur rythme et en fonction de qui ils sont. Et il y a tellement de métiers aussi différents, des rythmes de vie différents. C'est comment on peut s'adapter à ça, quoi. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes, alors même si c'est une maladie dont on entend de plus en plus parler, on a tous au moins une fois entendu parler du diabète, mais ça peut rester un terme un peu vaste et un peu finalement opaque. Tu nous dirais que c'est quoi comme maladie? Comment ça fonctionne? Et tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait plusieurs types de diabète. Alors oui, c'est ça, il y a plusieurs types de diabète. On connaît souvent le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Après, il y a d'autres variantes. Je ne vais pas en parler parce que ça sera trop long. Mais en tout cas, les plus connus, donc il y a le diabète de type 2. Souvent, on connaît souvent un proche, un grand-père, une grand-mère, un oncle qui ont ce diabète-là. Mais c'est souvent des personnes plus âgées, même si maintenant, ça a tendance à être de plus en plus jeune. Le diabète de type 2, c'est plus, on va dire, une fatigue du pancréas. Donc, le pancréas, qu'est-ce que c'est son rôle? C'est de créer donc de l'insuline. L'insuline, il faut vraiment le visualiser comme une clé qui va permettre, en fait, d'ouvrir une porte, et pour que le sucre, donc, qui est notre énergie, notre essence, soit utilisé par nos muscles et qu'on puisse, en fait, avoir de l'énergie. Et souvent, quand le pancréas, il est fatigué, c'est comme un moteur de voiture, il est fatigué, il a du mal à avancer, il a du mal à utiliser l'essence, donc là l'insuline, et donc ça stocke. En gros, le sucre reste dans le sang et il a du mal à être utilisé. Ça fait une hyperglycémie, donc un taux élevé de sucre dans le sang. Et donc c'est souvent dû à ça, et aussi on parle d'insulinorésistance, donc ça qui est dû à souvent de la graisse qui est au niveau des vaisseaux et qui fait de la résistance au niveau de l'insuline. Souvent, moi, j'explique quand vous essayez d'ouvrir une porte et que c'est un peu rouillé, que ça a du mal à passer, que c'est grippé, et en fait, c'est un peu ce qui se passe, c'est que l'insuline a du mal à passer, donc le pancréas doit encore plus travailler pour pouvoir qu'il y ait au moins une clé qui arrive à faire passer le sucre. En tout cas, c'est pour le diabète de type 2. Donc, c'est comme si la graisse, elle empêchait simplement l'insuline de traverser, c'est ça? C'est ça, ou en tout cas de la ralentir, ou qu'il fallait qu'il envoie un peu plus, parce qu'il a du mal à passer, donc il dit mince. Il y a une moins grande quantité qui va. C'est ça. Donc le diabète de type 2, c'est plus par rapport à ça. Il y a plusieurs facteurs. On parle d'hygiène de vie. On parle, donc en termes d'hygiène de vie, donc c'est lié à l'alimentation, l'activité physique. Il y a le stress aussi. Il y a les chocs aussi émotionnels, qui sont des facteurs de risque. Il y a l'hérédité aussi. Donc c'est vrai que on est aussi dans un discours aussi déculpabilisant, parce que une personne peut avoir une bonne hygiène de vie et déclencher un diabète de type 2, parce qu'il y a des gros facteurs génétiques. Parfois c'est même pas lié au poids.
Oui, non. Parce que ça, il y a aussi une croyance autour de ça, que c'est que les personnes qui sont fortes ou en situation de surpoids qui sont concernées par le diabète de type 2. Ou qui ont mangé trop de sucre aussi. Oui, aussi. Donc, il y a beaucoup aussi de stéréotypes liés à ça. Et le diabète de type 1, alors le diabète de type 1, c'est le mot diabète, mais c'est vrai que nous, on le visualise un peu comme une autre maladie. Parce que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc, auto-immune, c'est le corps, en fait, qui s'autodétruit. Enfin, en tout cas, donc le corps, il détruit les cellules qui créent l'insuline. Donc, en fait, là, le corps ne crée plus d'insuline. Donc, le sucre, l'énergie reste en tout cas dans le sang et se dissipe pas dans les cellules pour être utilisé. Et donc là, le diabète de type 1, c'est des personnes qui ont de l'insuline à vie. En gros, ils doivent faire le rôle de leur organe eux-mêmes. Du pancréas, du coup. C'est ça, du pancréas. Donc c'est à eux de faire le rôle, c'est-à-dire que, ils ont un repas, ils vont devoir compter le nombre de glucides pour se dire, ok, je mange tant de glucides, donc il me faut tant d'apports d'insuline pour que je puisse alimenter, enfin en tout cas intégrer mon repas. Ils ont bien sûr une insuline lente, qu'on va dire. Donc là, c'est plus pour faire une base, parce que en temps normal, notre pancréas il sécrète cette insuline petit à petit pour régler en fait notre taux de sucre dans le sang à l'instant T. Et donc c'est des personnes où il y a une grande charge mentale de je fais ça, je vais manger ça, je vais faire du sport. Donc le sport, en fonction du type de sport, ça va me faire baisser ma glycémie, ou au début je vais monter puis après je vais descendre. C'est une grosse gestion en fait aussi intellectuelle de se dire comment je vais gérer tout ça et comment je dois anticiper. Et d'ailleurs, il y a eu de grands progrès faits autour de ce sujet, puisqu'il y a alors je sais pas le mot, c'est des sortes de chambres implantées là avec, il y a des. C'est des pompes à insuline en fait. Oui, et qui sont reliées maintenant quand même à des applications et tout. Enfin, c'est quelque chose de. On a beaucoup évolué ces dernières années sur ce sujet en termes de charge mentale pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Je trouve que leur vie est un petit peu plus légère grâce à ces outils. Il y a quand même une bonne amélioration dans les thérapeutiques. C'est vrai que même au niveau de l'insuline, l'insuline c'est pas la même qu'il y avait même il y a 30 ans. Là dans le projet, donc c'est un projet d'exposition que je vais vous parler après. Donc j'ai interviewé 8 personnes, et dont une personne elle a à peu près 60 ans maintenant, bientôt. Et ça fait plus de 30 ans qu'elle est diabétique de type 1. Et c'est vrai qu'elle me parle de l'évolution. Au début, elle se piquait pas le bout de doigt de faire pipi sur un petit cachet pour savoir si elle était en hyperglycémie ou pas. Donc, à me dire que, en fait, moi, je vis mon enfance, mon adolescence dans l'urine, en fait. Donc, et après, où on pique le bout du doigt, c'est arrivé pour prendre la goutte de sang et voir le taux de glycémie. Et maintenant, on parle de capteurs. Donc, c'est des capteurs qui sont sur le bras ou même ailleurs en fonction des marques des capteurs. Oui, puis on doit les changer de place, je crois. Enfin, c'est ça, c'est tous les 15 jours. Ouais, voilà. Mais bon, au lieu de se piquer minimum 4 fois par jour le bout du doigt, là, il y a un capteur qui reste en place à peu près en fonction, c'est pareil, ça dépend les labos. Il y en a qui restent, plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, ça a une majorité de 15 jours qui est en place. Et ça permet de pouvoir contrôler en continu la glycémie, de voir les variantes et de voir certains capteurs, de voir la tendance de comment ça va évoluer. Et il y en a qui sont même prédictifs. Donc ça, c'est aussi intéressant pour pouvoir anticiper. Et donc là, ce que tu parlais, donc c'est des pompes en fait à insuline c'est un cathéter qui est dans la peau en sous-cutané et qui va envoyer de l'insuline en fait en continu, qui va jouer en fait un peu le rôle du pancréas, mais l'extérieur du corps en fait via un boîtier, que ce soit avec un fil ou un patch un peu épais sur la peau. Et ça a changé tous les 4 jours. Ouais, donc déjà c'est un peu, c'est sûr, avec le temps il y a d'autres choses qui vont arriver, mais déjà dans le quotidien, et comme tu disais, la charge mentale, l'espace mental que ça prend pour ces personnes-là, c'est vraiment une grande évolution. Est-ce que toi, dans les accompagnements que tu as pu percevoir, il y a une distinction, donc au travers de ton projet là de photos, tu as pu voir une distinction entre les personnes de type 1 et 2, de diabète de type 1 et 2?
dans ce qu'elle pouvait, ce qui était dans l'image de soi, bien sûr, hein, via ce Alors, prisme. c'est pas les mêmes problématiques. Enfin, en gros, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, donc il y a un peu moins de culpabilité qui est présente. C'est plus du pourquoi moi, enfin voilà, c'est plus ces questions-là, et de toute façon, bon, je dois vivre avec, et c'est plus de l'injustice. Ouais, voilà, c'est plus, on va dire, on est plus dans ça. Après, ça dépend des personnes, hein. C'est très propre à chacun. C'est vrai que dans le diabète de type 2, on retrouve beaucoup plus de culpabilité par rapport aussi au regard des autres, qui est aussi très présent, et des personnes qui se mêlent de ce qui leur regarde pas. Ah moi je connais quelqu'un qui a le diabète. Ah, mais pourquoi tu manges du sucre? Ah, pourquoi tu manges ça? Qui sont très jugeants par rapport à ça. Ah t'as qu'à faire du sport. Donc c'est plus culpabilisant. Après, comme le diabète de type 1 est pas connu, il y a aussi beaucoup de regards aussi stigmatisants par rapport à ça, t'as mangé trop de sucre pendant ton enfance. Alors que non, c'est pas une question d'avoir mangé trop de sucre, c'est juste le corps, malheureusement, il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, quoi. Oui, même vis-à-vis de ces appareils qui certes restent assez discrets, mais quand même on a quelque chose d'implanté au niveau du bras ou de la cuisse qui est visible quand on arrive l'été, qui se voit, qui peut attirer l'œil. Et du coup, oui, être quelque chose d'un peu gênant, qu'on a envie de cacher, ou face auquel on n'est pas toujours très à l'aise. Oui, et c'est vrai que ce regard-là, il y a autant des personnes qui diabétiques de type 1 qui vont me dire, pour moi, c'est tellement une évolution pour moi que je m'en fous en fait du regard des autres, que d'autres personnes, c'est un peu porter la maladie sur soi. Et donc là, ça freine, et c'est montrer une part de vulnérabilité, montrer que avoir l'impression que la maladie les définit, parce qu'ils portent tout le temps sur eux, ça leur rappelle au quotidien que c'est là, c'est présent. Même si ça peut diminuer la charge mentale, pour d'autres personnes, ça va leur en rajouter. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont rester sous stylo, parce qu'ils sont, sous stylo, c'est là où on se pique. Comment? Le stylo, c'est là où on se pique. Oui, le stylo, pardon, oui, c'est ça. C'est une injection qu'on se fait dans le ventre, dans la cuisse ou dans le bras, et voilà. Merci beaucoup Marine, merci pour toutes ces informations et pour nous parler un peu plus de cette maladie qui est le diabète. Restez à l'écoute, on va vous en dire un peu plus sur ce magnifique projet. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Permagin qui nous parle de son projet. Donc Marine, tu es infirmière et photographe et aujourd'hui, tu viens nous parler de ce regard, ce nouveau regard, cet œil que tu viens porter grâce à ta double activité sur le diabète et cette magnifique exposition qui arrive à grands pas. Mais pour débuter, là, pour continuer cette émission, en quelques mots, comment est venu ce projet? Comment l'as-tu construit? Alors déjà, donc comme je disais, je suis infirmière en endocrinologie, en diabétologie. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu le constat avec mes patients que l'image de soi et le diabète de type 1, parce que là, en gros, l'exposition parle uniquement du diabète de type 1, donc ce qu'on expliquait avant de ce que c'était. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment des thématiques qui reviennent sur l'image de soi, sur la perception de soi avec la maladie. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de la maladie qu'on porte un peu au quotidien, le regard des autres et à quel point ça peut avoir un impact sur notre amour pour nous-mêmes en fait. Ouais. Exactement. Donc en fait, le titre de l'exposition, c'est Regard sur le diabète de type 1, une exploration de l'image de soi, qui aura lieu du 12 au 27 novembre à la base au Carré Curial, donc vers l'espace Malraux, et donc à Chambéry. Et donc c'est vrai que c'est un projet en collaboration avec mon service. Donc c'est pas quelque chose que je fais toute seule. Donc c'est vraiment une idée qui est venue déjà il y a plus de 2 ans. J'en avais parlé à Maca, je me dis ça serait intéressant de pouvoir faire des photos en lien avec le diabète,
Donc c'était juste parti comme ça, juste sur des photos de base. Et il y a 1 an, je vois une exposition dans le hall de l'hôpital sur le cancer du sein. Et là, je me dis, mais l'idée me revient. Je me dis, c'est vrai, on fait rien sur les autres maladies. C'est super ce qu'on fait pour le cancer. Ça, mais en tout cas, autant l'utiliser comme inspiration et comme pour l'appliquer en fait aussi aux autres maladies. Là, une maladie chronique qui dure à vie, quoi, qui est pas guérissable actuellement. Et donc je suis allée voir ma cadre et je lui ai dit voilà, est-ce que ça vous dirait je suis allée la voir comme ça, allez, on fait une exposition sur l'image de soi et le diabète de type 1. Et là elle m'a dit OK. Et donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une cadre qui me soutient dans ce projet-là, même les médecins, les diabétologues, donc la chef de service, elle me dit OK, let's go, on y va. Par contre, il va falloir financer parce que il faut imprimer, il y a tout ce côté d'organisation, enfin tout derrière, louer la salle, de communication. C'est ça, de communication, outils. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qui gravitent autour, toute l'organisation. Et le temps aussi, toi, que tu vas allouer, que tu as dû allouer à tout ça. Déjà, photographier, le traitement de l'image, tout, quoi. Créer aussi les visuels pour communiquer, tout ça. C'est ça, tout le projet. Et c'est vrai que ça a commencé donc il y a 1 an parce que des médecins m'ont dit, mais Marine, donc en gros, il y a la Société francophone du diabète. En France, pour chaque spécialité en médecine, on fait des congrès annuels, des congrès scientifiques qui regroupent des docteurs, du paramédicaux et d'autres professionnels de santé qui regroupent sur 1 semaine et où il y a plein de conférences et pas mal de choses, en tout cas pour parler des actualités et pour parler sur les sujets. Donc là sur le diabète. Et donc ils proposent des bourses, donc autant au niveau médical que paramédical. Donc en gros, moi j'ai fait un dossier pour demander une bourse pour ce projet. Et en fait, j'ai eu l'honneur d'avoir une bourse de cette société francophone, donc il y a quand même une reconnaissance scientifique et médicale en francophonie, donc ça va au-delà de la France. Et là, je me suis dit OK, parce que souvent quand on a une idée, on se dit c'est peut-être que dans ma tête, même si les personnes qui vivent avec la maladie me le disent régulièrement. Le fait d'être reconnu par le côté scientifique, je me dis OK, c'est pas déconnant ma vision du soin. Ça m'a motivée à continuer et à approfondir pour ce projet-là. Et de base, donc c'était juste des photos. Et en écrivant le dossier pour cette bourse-là, je me suis dit ce qui peut être intéressant, c'est de faire une exposition, mais pas forcément à l'hôpital. Dans un premier temps, parce que l'objectif, c'est que ça soit en visu pour tout le monde, donc dans le centre-ville. Donc le choix de la base, c'est un tiers-lieu, et il y a de belles valeurs au niveau humain et culturel. Et donc je me suis dit OK, déjà ça, et je me dis pourquoi pas faire aussi des conférences, parce qu'il faut savoir que en novembre, c'est le mois du diabète, donc le mois aussi de la prévention de cette maladie-là. Et pour on va dire continuer l'expérience de cette exposition, je me dis OK, je vais faire des conférences. Et donc en gros le projet c'est un peu créé comme ça. Je me suis dit de toute façon je vais faire un dossier de le projet que j'aimerais dans mes rêves, on va dire, et let's go, on verra bien en fonction des financements que j'ai. Et donc au final en fait ce que j'ai mis sur papier, je le réalise là, et c'est gratifiant de voir et d'être soutenu en tout cas par les collègues et aussi par l'hôpital qui m'aide aussi à relayer l'information au niveau de la communication. Et dans ce projet aussi, il est un peu, je trouve, à double enjeu. Il y a la notion de l'image de soi pour les personnes atteintes de cette maladie, du diabète, mais il y a aussi, et c'est en ça que je trouve très intéressant cette exposition photo, il y a aussi éveiller, informer, éduquer le grand public pour une meilleure connaissance de ces maladies, puisque comme tu l'as très bien dit en début d'émission, on a tous au moins une personne que l'on connaît qui est touchée par le diabète de type 1 ou 2. Alors 1, il est un petit peu plus rare, il me semble quand même. Oui. Mais au moins du diabète de type 2, et d'en savoir un peu plus en fait sur cette maladie, les fonctionnements, quelque part aussi
tout ce que ça peut engendrer dans la vie de la personne, dans l'amour de soi, pour être un peu plus vigilant dans la façon dont on aborde les personnes. Et puis, comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, finalement, ça ne nous regarde pas. On n'est en aucun lieu disposé à donner des conseils ou donner son avis sur la façon dont ces personnes s'alimentent ou font ou non une activité physique. Ça peut être très blessant et c'est très déplacé. Exactement. Et c'est vrai, bon, là, l'exposition est vraiment sur le diabète de type 1. Le 2 n'est pas exclu, mais en tout cas, l'objectif, c'était pas de mélanger les deux. Parce que souvent, en fait, il est mélangé. Et donc, il y a des... Voilà. Ça crée de la confusion. Exactement, ça crée de la confusion. Donc là, c'était un peu plus pour sensibiliser sur ce diabète de type 1 qui est un peu plus rare, mais en tout cas, qui est très présent. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qui a demandé énormément de temps. Enfin, ça fait 1 an qu'il est en construction. Donc déjà, trouver les participants. Il y a 8 participants de 6 ans à 60 ans. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir montrer un différent panel au niveau de l'âge, au niveau aussi du sexe. Donc il y a autant des hommes et des femmes. Et également aussi de quand la personne a été diagnostiquée. Parce que ça va aussi changer sur la perception de soi. Autant quelqu'un, elle va le vivre différemment quand elle a eu à 3 à 4 ans. Elle a toujours, souvent les personnes me disent, j'ai toujours vécu avec, ça veut pas dire que l'image est acceptée. Mais en tout cas, c'est un processus qui est différent. Et des personnes qui le déclarent à 30, 40 ans, donc ils ont eu une vie avant la maladie. Et donc ce projet, comme je dis, voilà, c'est sur une maladie spécifique, mais ça peut faire écho aussi à d'autres personnes qui ont une maladie ou une maladie chronique. Et ça peut les interroger en tout cas sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et la place que la maladie prend dans leur vie et dans leur identité. Et donc pour le projet, comme je disais, voilà, il y a plusieurs personnes et il y a vraiment un processus, une expérience que chaque participant a vécue. L'objectif pour moi, c'était aussi de prendre de les interroger, de comprendre comment eux ils le vivent au quotidien. Et donc, pour ça, j'ai réalisé des interviews pour chaque participant pour creuser, explorer cette notion d'image de soi. Et après, dans un second temps, ils ont vécu donc une séance photo. Donc, moi, j'appelle ça plus une expérience photographique, en tout cas, de les amener à exprimer qui ils sont, certes avec la maladie, mais de leur montrer qu'ils sont si bien plus que ça. Donc l'objectif, c'est autant qu'ils se montrent eux-mêmes. Chaque personne avait aussi un objectif différent. Ça tombait des fois des moments de fierté, de dire ok, j'en suis là, tout le parcours que j'ai mené jusqu'à présent, j'en suis à ce point-là. Donc aussi se célébrer et d'être fier de soi, parce que souvent, c'est des maladies au quotidien, et de prendre le temps de se dire ok, je gère quoi. Et donc voilà, il y avait plusieurs personnes en tout cas qui avaient des objectifs aussi différents face aux séances, des problématiques différentes, et d'où le fait de les interviewer aussi avant, parce que moi, en règle générale, je les ai plusieurs heures. Il y a un grand travail avant la séance photo. Là, c'était assez flash, on va dire. Il y avait une petite heure d'interview, puis après, directement, on allait sur le lieu de la séance. Il faut savoir que chaque lieu n'a pas été choisi par hasard. Chaque lieu est un lieu ressource pour la personne. Pour moi, c'est important qu'on aille dans un lieu ressource et que ça parle. Donc c'est les lieux des lieux qui ont été choisis par les personnes photographiées. Exactement. Voilà. Il y a juste une personne qui n'a pas choisi son lieu, mais c'était pour la petite anecdote. Elle est arrivée donc en France il y a 2 ans. Elle est marocaine et je lui ai proposé donc un certain lieu et elle m'a dit ok, il y a pas de souci, let's go, on y va, parce que elle savait pas trop, donc je lui ai dit moi je peux te proposer. Et après elle m'a dit mais en fait ce lieu je le connais. C'est le tout premier lieu quand je suis arrivée en France. Incroyable. Et là, je me suis dit, ok, waouh, c'est génial, quoi. Et donc, et là, je me dis, ok, le lieu est parfait. Et donc, ça avait encore plus de signification. Comme quoi, il n'y a rien de... les petits détails, en tout cas, comptent pour ça. Donc, est-ce que tu as eu des difficultés dans ce parcours déjà? Est-ce que tu as trouvé facilement des personnes d'accord pour participer à ce projet et être photographiées? Alors, ça n'a pas toujours été évident. Il y a certaines personnes, c'était très fluide, en tout cas, que j'ai rencontré les personnes via les réseaux et que c'était une évidence.
d'autres personnes où c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai eu l'aide du service de pédiatrie et du service d'adultes, donc de diabétologie de l'hôpital de Chambéry, pour voir aussi avec les patients qu'on a et pouvoir voir aussi les personnes à qui ça pourrait intéresser. Et le souci, c'est que ça reste quand même quelque chose de très intime. Et donc, que ça soit exposé, ça amène des barrières. Après, il y a toute... je pense que je vais faire aussi une bonne analyse par la suite, mais envoyer un mail, ils ne me connaissent pas, même si c'est de l'hôpital. Ça met quand même des barrières. Ok, je vais exposer un peu ma vie, je vais exposer un peu mon image au grand public, quoi. Donc, j'ai pas eu de retour par rapport à ça, mais pour moi, en tout cas, je me dis que ça peut être aussi un frein. Mais voilà, en tout cas, j'étais partie sur le 8 de base. Je suis restée longtemps à 7, 6, 7. Et je me dis, peut-être que je n'aurais pas 8 personnes. Et finalement, la 8e est arrivée. Mais à la toute fin, je devais finir toutes les séances photo en juin. Niveau timing, je me dis, en juin, je finis les séances photo. Parce qu'après, il faut que je traite les vidéos d'interview. Il faut que je traite les photos. Il faut que j'envoie à l'imprimeur en septembre. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Parce que 8 séances, ça demande énormément d'organisation, de traitement. Il faut savoir que je suis à 100% à l'hôpital, donc je bosse à côté. Donc c'est ok, je commence à 13h45 à l'hôpital. Avant, je suis sur mon ordinateur, je bosse sur le projet. Après, je vais à l'hôpital, ou si je bosse du matin, après je retourne chez moi, je rebosse dessus. Donc c'est vraiment une grosse organisation. Il y a autant le côté de traiter l'interview, de faire les photos, de gérer les partenaires, de gérer l'impression, de choisir les cadres, de se dire en fait les cadres, je vais pas prendre un cadre en verre parce que niveau sécurité c'est pas top, faut penser au plexi. Donc il y a beaucoup de choses à penser qu'on pense pas. Et après, heureusement que j'ai quand même le soutien de mon équipe qui ont pu m'aider à faire les affiches, à faire une affiche sur qu'est-ce que c'est aussi le diabète de type 1, la petite différence avec le diabète de type 2. Et il faut savoir que ce projet aussi, il n'existerait pas sans une association qui est l'association Diamacro, une association qui est créée par les médecins de mon service pour mieux vivre en fait avec la maladie, qui est axée beaucoup sport, montagne. Mais en tout cas, tous les dons, tout gravite autour d'eux. C'est eux qui portent le projet, qui me suivent par rapport à tout ça. Donc je les remercie. Et donc c'est pour ça aussi que là on va faire aussi des conférences. Et comme je disais tout à l'heure, ça allait plus loin. Donc il y a aussi toute cette organisation de trouver qui va faire les conférences. Donc comme je disais, l'expo a lieu à la base du 12 au 27. Et il y aura plusieurs conférences qui seront sur différents thèmes. Donc il y a la pédiatrie qui va intervenir, parler du diabète chez l'enfant. Donc ça sera le mercredi 19 novembre. Donc c'est tout le temps à 18h les conférences. Après, dans tous les cas, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur la base, le site de la base. Il y a toutes les conférences, il y a tout ça. Donc pour les informations, même pour le lieu, il y a vraiment toutes les informations sur le lieu de la base. Et après, donc il y a une conférence aussi sur le pancréas artificiel. Donc ce qu'on parlait des pompes insuline, des boucles fermées. Donc en gros, toute cette nouvelle technologie et vraiment la rencontre de l'IA et de la médecine, parce que l'IA a commencé par les pompes à insuline. Il y a une intelligence artificielle dedans, il y a un algorithme qui va auto-apprendre de la personne. Donc on va parler de ça. Passionnant. Donc quand tu parles de pancréas artificiel, tu parles de ces pompes ? Ouais. Oui, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment ces pompes-là, c'est un pancréas un peu externe en fait. Donc ça sera le jeudi 20 novembre. Après, moi, je vais réaliser aussi un atelier avec une psychologue donc sur l'image de soi et la maladie. Donc là, c'est ouvert à toutes personnes qui ont une maladie. Et donc ça, c'est vraiment un petit comité c'est sûr, avec 6 personnes. Donc déjà 3 personnes qui participent, donc il reste 3 places. Et donc là, c'est vraiment pour faire vivre une expérience flash de ce que les participants ont vécu. Donc qui est basée sur de communiquer de comment ils vivent au quotidien, la perception d'eux-mêmes. Et il y aura une petite partie aussi photo. Super. Donc pour retrouver toutes ces informations, où est-ce qu'on se retrouve exactement ? Soit moi sur mon compte Instagram, donc Marine Permingat, donc c'est PERMINGEAT, et sinon sur le site de la base. Tout simplement. Tout simplement, il y a toutes les informations dans la programmation. Donc la base Chambéry. Chambéry, ouais. Voilà. L'espace Malraux, pour ceux qui connaissent peut-être plus sous ce nom-là. Après, c'est 2 choses différentes, mais ils sont regroupés. Et la dernière conférence,
C'est une personne qui a réalisé l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc les 170 km avec les 10 000 de dénivelé positif, avec un diabète de type 1 qui a fini. Et donc, il va parler en gros de son diagnostic à la réalisation de l'UTMB avec cette maladie-là. Super. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est important de pouvoir parler de différentes choses et de montrer que la maladie ne définit pas la personne et que elle peut vraiment faire beaucoup de choses aussi à côté et se surpasser. Donc, limite pas. Voilà, c'est ça, ça ne limite pas et c'est très inspirant même pour des personnes qui n'ont pas de maladie. Et, Merci beaucoup Marine, vous avez toutes les informations. Merci à tous de votre écoute. Je vous souhaite une belle après-midi et donc n'hésitez pas à aller sur la base à Chambéry si jamais vous souhaitez plus d'informations, ou sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram notamment, il y en a d'autres, donc Marine Permaja, ou toi t'es que sur Instagram? Instagram, Facebook et voilà. Ouais. Donc Instagram, Facebook et sur la base. Sur la base, on a aussi donc toutes les conférences se trouvent aussi dans ce lieu où il y a juste l'exposition photo. C'est tout dans ce lieu-là en fait. Donc facile. Oui, voilà. C'est vraiment espace libre quoi. Donc et c'est gratuit aussi. Voilà, c'est gratuit, tout est gratuit. Il faut juste s'inscrire à l'avance. Pour moi, ça me permet de savoir le nombre de places. Donc pareil, tout est sur le lien de la base. Il y a le lien d'inscription et l'OASO et les personnes qui veulent faire des dons aussi pour l'association pour permettre de continuer des projets, c'est aussi possible. En tout cas, l'objectif, c'est que ça soit gratuit et accessible à tous. Un grand merci à toi pour nous être venu ici nous expliquer ce beau projet, nous donner envie de venir à cette rencontre. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours.